riche homme d'affaires voyait son fils dépérir, et ce n'était pas à cause d'une maladie. Chaque jour, les forces de Matteo semblaient s'éteindre un peu plus. Jusqu'au moment où Diego, le fils de l'employé de maison, s'approcha et dit « Votre compagne ne le laisse pas marcher ». Alejandro le regarda, incrédule, et à cet instant, tout changea. La voix de Diego brisa le silence du bureau comme un coup de feu. Alejandro, qui était en train de vérifier des contrats sur son bureau, leva brusquement la tête. L'enfant tremblait, respirant rapidement, les mains crispées sur sa casquette. Il n'avait pas frappé à la porte, n'avait pas demandé la permission, il était simplement entré. « Que as-tu dit » demanda Alejandro, plus incrédule que furieux. « Que Camila ne laisse pas Matteo marcher » répéta Diego, la voix tremblante. « Et elle met des choses bizarres dans sa nourriture. » Alejandro cligna des yeux, essayant de comprendre. Matteo, son fils de 6 ans, ne pouvait plus bouger ses jambes depuis 3 mois. Les médecins évoquaient une possible atteinte neurologique soudaine, sans explication claire. Camila, sa compagne depuis 1 an et demi, s'était portée volontaire pour s'occuper de lui personnellement, et elle le faisait, du moins en apparence, avec une dévotion sans faille. Diego fronça les sourcils. « Ce que tu me dis est très grave. »« C'est vrai, » répondit l'enfant. « Je l'ai vu quand vous étiez au bureau. Je suis entré pour donner des dessins à Matteo. Elle lui donnait un jus et j'ai vu qu'elle y versait quelque chose d'un petit flacon. Matteo me regardait bizarrement, comme s'il ne voulait pas le boire, mais elle lui a dit que sinon ça irait encore plus mal. » Le tic-tac de l'horloge sembla résonner trop fort. Alejandro sentit un nœud dans l'estomac. Diego n'était pas du genre à inventer des histoires, et son expression n'était pas celle d'un enfant espiègle, mais celle de la peur pure. Alejandro se leva lentement. « Où est Camila maintenant ?» Dans la chambre de Matteo, murmura Diego, baissant la voix comme s'il craignait d'être entendu. « Mais n'y entre pas maintenant si elle sait que je t'ai parlé. » Alejandro hocha la tête et passa derrière le bureau. La porte de la chambre de Matteo était entr'ouverte, et à travers le couloir, un éclat métallique brilla dans la main de Camila avant qu'elle ne le retire de sa vue. Le cœur d'Alejandro s'accéléra. Sans réfléchir, il recula et retourna à son bureau. « Diego, va avec ta mère à la cuisine. Ne dis à personne ce que tu viens de me raconter. Compris ?» L'enfant acquiesça et s'enfuit. Alejandro s'effondra sur sa chaise, hanté par l'image de Matteo courant joyeusement dans le jardin quelques mois plus tôt. Et si Diego avait raison ? Et si cette maladie soudaine n'était qu'un mensonge ? Camila entra, sa voix douce résonnant derrière lui. « Matteo se repose, ne le dérange pas. » Alejandro leva les yeux, feignant un sourire. Bien sûr. Il savait qu'il devait vérifier par lui-même, mais pas maintenant, pas quand elle pouvait le voir. Il sortit une petite clé du tiroir inférieur de son bureau, celle de la pièce de service où étaient conservés les médicaments et produits divers. S'il cachait quelque chose, c'était peut-être là qu'il trouverait des réponses. Plus tard, après avoir observé les gestes de Camila et ses interactions avec Matteo, Alejandro découvrit des indices troublants, des flacons sans étiquette, des poudres et liquides inconnus, des factures de cliniques vétérinaires pour des relaxants musculaires et analgésiques animaux, coïncidant avec le début de la perte de mobilité de Matteo. Diego confirma ce qu'il avait vu, Camila administrait ces substances à Matteo quand personne ne regardait. Alejandro comprit alors que ce qu'il avait sous les yeux n'était pas un traitement médical, mais autre chose, quelque chose qu'il n'était pas encore prêt à nommer. Il décida de surveiller Camila avec prudence, de noter chaque détail et de ne pas alerter Matteo ni quiconque. Il savait qu'il devait agir avec méthode et discrétion pour découvrir la vérité. Le jour suivant, Alejandro resta vigilant, observant chaque mouvement de Camila. Les contradictions dans ses paroles et ses gestes formaient un schéma inquiétant. Il savait qu'il devait approcher Matteo avec soin et qu'il aurait besoin de l'aide d'un professionnel médical de confiance. Sa décision était prise. Découvrir la vérité, protéger son fils et agir méthodiquement sans que Camila ne s'en aperçoive. Pendant les premiers mois, femme discrète et directe, Alejandro ne l'avait pas vue depuis que Camila avait pris le contrôle total du traitement, affirmant que la médecine traditionnelle ne comprenait pas la nature du problème de Matteo. Ce jour-là, profitant d'une absence de Camila pour une réunion avec des fournisseurs, Alejandro fit un appel bref mais précis. « Valeria, il faut que je te voie. C'est à propos de Matteo. » Son ton était suffisamment sérieux pour que Valeria ne pose pas de questions. Elle se contenta de répondre. « Dis-moi juste où et quand. »
Ils convinrent qu'elle passerait à la maison sous prétexte d'une visite amicale. Lorsqu'elle arriva, elle portait une robe simple et tenait une chemise sous le bras. Son regard allait droit au but. « Parle-moi », dit-elle en s'asseyant face à lui. Alejandro prit une profonde inspiration. « Je ne peux pas te donner tous les détails, mais j'ai besoin que tu examines Matteo comme pour un contrôle de routine. Je ne veux pas que Camila se doute de quelque chose. » Valeria le fixa un instant, évaluant la situation. Y a-t-il une raison de penser que son état n'est pas ce qu'il semble? Alejandro hésita. Il ne pouvait pas encore lui parler de Diego ni de ce qu'il avait découvert. Disons simplement que j'ai des raisons de croire que nous ne voyons pas le tableau complet. Elle acquiesça lentement. Bien, si tu ne veux pas que Camila soit au courant, je ferai ça rapidement et sans attirer l'attention. Ils montèrent ensemble dans la chambre de Matteo. L'enfant était assis sur le lit, dessinant. Lorsqu'il vit Valeria, il sourit timidement. « Docteur !» s'exclama-t-il, surpris. « Vous ne venez plus depuis longtemps. » « Il fallait que je voie comment tu allais, » répondit-elle avec chaleur. « On va faire un petit contrôle rapide, d'accord ?» Tout en discutant avec Matteo de ses dessins, Valeria plaça discrètement un stéthoscope sur sa poitrine, palpant ses jambes et vérifiant ses réflexes avec douceur. Elle ne prit aucune note visible, se contentant de mémoriser chaque réaction. « Ça te fait mal si je bouge ta jambe comme ceci ?» demanda-t-elle en pliant doucement son genou. « Non. Et ça ?» fit-elle en passant la pulpe de ses doigts sur la plante du pied. Matteo acquiesça. Alejandro observait attentivement chaque geste. Il savait interpréter le langage corporel de Valeria et le léger froncement de ses sourcils lui indiqua qu'elle détectait plus qu'elle ne laissait paraître. Quand ils eurent terminé, elle se leva, souriante. « Matteo, continue tes dessins. Je vais parler un instant avec ton père. » Dans le couloir, elle baissa la voix. « Alejandro, je ne peux pas poser de diagnostic définitif sans analyse, mais il y a des signes qui ne correspondent pas à une paralysie soudaine causée par une maladie neurologique ou une blessure. Quels signes? Le tonus musculaire est diminué, mais il n'y a pas de perte totale de sensibilité. De plus, les réflexes sont altérés d'une manière qui me fait penser à une intoxication par certains composés. » Un frisson parcourut l'échine d'Alejandro. « Intoxication prolongée, dit-elle. Pas quelque chose qui arrive en un jour. Cela prend du temps, semaines, peut-être mois. » Ils se regardèrent en silence. Valeria comprenait que quelque chose de grave se passait, même si Alejandro ne lui avait pas tout révélé. « Tu peux confirmer ?» demanda-t-il. « Je devrais prélever des échantillons et les envoyer à un laboratoire de confiance, précisa-t-elle. Et encore, si tu veux que Camila ne sache rien, il faudra procéder avec prudence. » Alejandro acquiesça. « Je ne veux pas qu'elle se doute de quoi que ce soit. »« Pas encore. »« D'accord. Trouve-moi un créneau où elle n'est pas là. J'apporterai le matériel pour les prélèvements et le laboratoire les recevra comme partie d'un contrôle de routine. » Avant de partir, Valeria ajouta. « Si j'ai raison, Alejandro, Matteo n'est pas seulement malade, on le rend malade. » Lorsque la porte se referma derrière elle, Alejandro sentit la maison devenir plus froide. Les soupçons vagues avaient maintenant des fondements médicaux, et le moindre faux pas pouvait mettre Matteo en danger immédiat. Le changement se fit ressentir comme un courant silencieux, à peine perceptible, mais Alejandro le remarqua. Les jours suivants la visite de Valeria était marquée par une tension nouvelle dans la maison, comme si l'air était devenu plus épais. Camila continuait de sourire, de parler d'une voix douce et de prendre soin de Matteo avec apparente dévotion, mais une étincelle de calcul brillait dans son regard, mesurant chaque geste pour un but inavoué. La première alerte claire survint un lundi après-midi. Alejandro rentra plus tôt que prévu à la maison, et en ouvrant la porte, perçut un murmure venant de l'étage supérieur. Silencieusement, il monta et vit, à travers l'entrebâillement de la porte de Matteo, Camila assise près de lui, penchée vers son oreille, parlant d'une voix basse et ferme. Matteo fixait la couverture sur ses jambes, évitant son regard. « Oh, je ne savais pas que tu étais déjà rentré, » dit Camila en le voyant se redresser. Son sourire apparut trop vite pour être sincère. « La réunion s'est terminée plus tôt, » répondit Alejandro, essayant de paraître détendu. « Tout va bien ici ? Parfait, juste une petite discussion. » Matteo leva les yeux un instant, un éclair d'inconfort dans son regard. Alejandro n'insista pas, mais l'image resta gravée.
Depuis ce jour, Camilla ne délégua plus le soin de Matteo. Tout, du petit déjeuner aux thérapies, elle le supervisait personnellement. Son attitude avec le personnel devint plus stricte, corrigeant même les moindres détails et envoyant parfois la mère de Diego effectuer des courses sans raison apparente. L'objectif était clair, limiter toute opportunité pour quelqu'un de se retrouver seul avec Matteo. Une nuit, alors qu'ils examinaient des documents dans le salon, Alejandro suggéra subtilement. « J'ai réfléchi. Peut-être devrions-nous envisager un centre de rééducation avec plus de spécialistes pour avoir une vision complète. » Camilla leva les yeux lentement, pesant chaque mot. « Spécialiste » répétait-elle. « Tu ne me fais pas confiance ?»« Ce n'est pas ça, » répondit Alejandro, d'un ton neutre calculé. « Je pense juste que plusieurs avis peuvent aider. » Elle posa son stylo avec un petit bruit sec. « Alejandro, je suis là chaque jour pour lui, pour son moral et pour qu'il reçoive tout ce dont il a besoin. Sais-tu combien il est difficile de le maintenir stable au bureau ?» Son commentaire portait plus qu'une simple fatigue. Alejandro répondit calmement. « Je ne remets pas en cause ton effort, mais si une alternative peut accélérer sa récupération, nous devrions l'envisager. » Camilla soutint son regard quelques secondes, puis se leva doucement, ramassa les papiers et monta à l'étage. « Je veux aussi ce qu'il y a de mieux pour lui, » dit-elle sans se retourner. « N'oublie pas. » Le silence qui suivit n'était pas celui des soirées tranquilles habituelles. Il était lourd, inconfortable, comme si cette conversation avait tracé une ligne invisible. Les jours suivants, cette tension se fit plus palpable. Camilla commença à consulter constamment un petit carnet à couverture sombre, notant horaires, repas et routines de Matteo. Même dans le jardin, elle restait proche, observant chaque mouvement et intervenant à la moindre interaction. Alejandro, conscient de cette surveillance, modéra son comportement, sachant que tout signe de panique ou d'urgence confirmerait ses soupçons. La lumière dorée du crépuscule enveloppait la maison d'une mélancolie dense. Alejandro, dans son bureau, tentait de se concentrer sur des contrats, mais son esprit restait ailleurs, hanté par les derniers jours. La bibliothèque, vaste et silencieuse, où Camilla ne mettait jamais les pieds, lui offrait enfin un refuge. Il y trouva un vieux livre, chronique de la ville et de ses habitants, et en feuilletant, découvrit une photographie dissimulée entre les pages. Camilla y apparaissait, plus jeune, sourire confiant, avec un enfant qui ne souriait pas et deux hommes inconnus de chaque côté. Alejandro comprit que ce qu'il avait devant lui dépassait ce qu'il avait imaginé. Un pattern sinistre où Camilla semblait toujours au centre. Cette nuit-là, il resta éveillé, examinant chaque détail des visages, cherchant des souvenirs, sans succès. Il devait agir discrètement, sans alerter la police, et contacta alors un ancien chef de sécurité, Martin Ruiz, pour obtenir des informations sur les deux hommes et l'enfant. Martin confirma des cas similaires. Des enfants sous la responsabilité d'hommes influents tombant mystérieusement malades, toujours avec Camilla présente. Alejandro réalisa que ces coïncidences formaient un schéma inquiétant et que toute action devait être minutieusement calculée. Le lendemain, la maison sembla plus calme, mais Alejandro savait que c'était trompeur. Matteo présentait une fièvre élevée, somnole et faible. Camilla, calme en apparence, prétendait qu'il éliminait des toxines. Alejandro appela Valeria, qui arriva rapidement, effectua des examens approfondis et préleva des échantillons pour analyse discrète. Elle confirma que la situation dépassait une simple fièvre et qu'un agent externe pouvait affecter l'enfant, nécessitant des tests urgents. Alejandro, inquiet mais déterminé, comprit que chaque heure comptait et que Matteo était en danger réel. Sur la table, le dossier était posé et son expression ne laissait aucun doute. Ce qu'elle allait dire serait difficile à entendre. Alejandro l'ouvrit et examina les analyses. Les résultats étaient clairs. Le sang et l'urine de Matteo contenaient des niveaux constants d'un relaxant musculaire généralement utilisé en médecine vétérinaire. L'atmosphère se fit plus lourde. « Es-tu sûr ?» demanda-t-il. « Absolument », répondit-elle. « Ce n'est pas une erreur de laboratoire. La concentration détectée ne pouvait provenir ni d'un accident ni d'un contact fortuit. Il s'agissait d'une administration continue et contrôlée. » Alejandro posa ses mains sur la table et demanda « Que lui fait-on exactement ?» Ce type de produit déprime le système nerveux et la fonction musculaire. Sur la durée observée, il entraîne une faiblesse progressive, une perte de mobilité et, si cela continue, peut affecter les organes vitaux. Les mots « administration prolongée » résonnèrent dans son esprit comme des coups de marteau. C'était la confirmation qu'il redoutait mais qu'il devait entendre.
Valeria le regarda sérieusement, cela ne date pas d'hier. Selon les niveaux, cela fait des semaines, peut-être des mois qu'il reçoit de petites quantités, exactement au moment où sa mobilité a commencé à décliner. Alejandro sentit un nœud dans la gorge. Tout concordait, les soupçons de Diego, les flacons dans la salle de thérapie, l'attitude de Camila formant une image claire mais insupportable. « Que faisons-nous maintenant » demanda-t-il, maîtrisant sa colère. D'abord, exposer la situation immédiatement. Ensuite, lancer un processus de désintoxication et de réhabilitation supervisée. Enfin, Valeria fit une pause. « Alejandro, c'est un crime grave. Tu ne peux pas gérer ça seul. » Il se pencha vers elle. « Je ne laisserai pas cette personne approcher mon fils, mais j'ai besoin de preuves solides pour agir afin qu'elle ne puisse ni nier ni s'échapper. » Valeria acquiesça. Avec ces résultats, le dossier pouvait être documenté et conservé en lieu sûr. Alejandro prit l'enveloppe contenant les analyses. Ce n'était plus seulement du papier, mais la certitude que son fils était lentement empoisonné et la responsabilité d'agir avant qu'il ne soit trop tard. De retour à la maison, il s'arrêta quelques minutes dans sa voiture, observant Camila traverser le hall en souriant au téléphone, une image désormais perçue comme un masque soigneusement joué. Alejandro savait que chaque geste, mot ou silence devait être calculé devant elle. Lorsqu'il entra dans la maison, Camila feuilletait une revue avec Matteo, qui regardait ses dessins animés. Il monta tranquillement, croisa Diego portant du linge propre et lui murmura de ne rien dire à personne, pas même à sa mère. Dans son bureau, Alejandro rangea l'enveloppe et prépara des dispositifs d'enregistrement et caméras miniatures. La nuit venue, après le dîner, il installa les dispositifs dans la cuisine, la salle de thérapie et le salon. Chaque jour, il feignait une conversation légère tout en examinant les enregistrements. La troisième nuit révéla Camila versant un liquide dans un verre de jus de Matteo et discutant au téléphone de la dose du jour. Alejandro copia tout sur un disque externe et le cacha hors de la maison. Le jour de l'opération, Valeria se positionna discrètement, les agents de Martin surveillaient les accès, tandis qu'Alejandro feignait une sortie. Camila, pensant agir seule, administra la substance, et immédiatement Alejandro et son équipe intervinrent, découvrant le flacon et sécurisant Matteo. Camila, surprise et tentant de fuir, fut arrêtée et emmenée, laissant Alejandro et Diego soulagés mais conscients que la menace dépassait ce qu'ils venaient d'affronter. L'aube suivante apporta un silence lourd, seulement interrompu par les messages codés de Martin. Tout était en place, tous les agents prêts. Alejandro, fatigué mais alerte, savait que chaque pas devait désormais être précis pour démasquer entièrement Camila et toute l'organisation dont elle faisait partie. Tout ce qui devait être remis aux autorités était prêt. Dossier trié par date, copie papier et numérique, photographie, relevé d'appel, capture d'écran et la clé USB contenant les enregistrements cruciaux. À 9 heures précises, le commissaire Ramirez arriva à la demeure, accompagné de l'officier Hernandez, spécialiste des crimes organisés. Tous deux pénétrèrent avec assurance, mais en respectant la discrétion nécessaire. Alejandro les guida directement vers son bureau. « Voici tout », dit-il en désignant la boîte contenant les documents. Les preuves physiques, sauvegarde numérique et un index détaillé de chaque élément étaient présents. Déclaration de la docteure Valeria, rapport de l'équipe de sécurité et la transcription de la conversation interceptée par Diego. Ramirez feuilleta rapidement le dossier principal, acquiesçant en silence. Avec cela, nous pouvons agir avec force. Ce matin, des mandats d'arrêt ont été émis pour 4 personnes liées directement à Camila. 2 autres sont en cours d'investigation et d'autres pourraient s'ajouter au fur et à mesure que nous examinerons vos informations. Pendant que les derniers détails juridiques se bouclaient au bureau, l'opération se déployait à travers le pays. Dans la capitale, une équipe tactique pénétra dans un appartement de luxe au 7e étage et arrêta un homme identifié comme le lien financier du réseau. Au nord, les agents encerclaient une hacienda isolée utilisée comme dépôt et laboratoire improvisé pour les substances utilisées. Sur la côte, une femme au port élégant fut interpellée en pleine cafétéria, restant impassible face aux témoins qui la virent être escortée vers un véhicule de police. Martin, coordonnant les communications depuis un point intermédiaire, envoyait des mises à jour à Alejandro. Objectif insécurisé, document avec autre nom trouvé. Objectif 2 arrêtés, substance saisie. Côte sécurisée. 3e arrestation confirmée. Chaque message portait un coup précis contre la structure qui menaçait la vie de Matteo. Aux alentours de midi, les premières fuites atteignirent les médias.
Les chaînes nationales interrompirent leur programme pour diffuser le démantèlement de ce réseau criminel opérant dans plusieurs provinces et visant à neutraliser les héritiers mineurs de familles aisées. Les images montraient des preuves saisies, des équipements de laboratoire confisqués et des véhicules de police quittant les propriétés perquisitionnées. Les visages étaient floutés, mais Alejandro savait qui ils étaient. Depuis son salon, il suivait la retransmission, télécommande en main. Diego, assis à ses côtés, demanda avec précaution « C'est ce qu'ils ont fait à Matteo ?»« C'est ce que nous avons fait pour que personne d'autre ne subisse la même chose », répondit Alejandro, fixant l'écran. La docteure Valeria arriva dans l'après-midi avec un dossier sous le bras. Tous les analyses sont maintenant entre les mains du parquet. Les composés trouvés chez Matteo correspondent à ceux détectés chez d'autres enfants dans des cas similaires. Ils ne pourront pas le nier. Le commissaire, encore présent pour coordonner la chaîne de conservation des preuves, confirma que les audiences préliminaires débuteraient dans les prochains jours. Ce que vous avez fourni nous a donné l'impulsion nécessaire. Sans votre décision d'agir, cela aurait pu durer des années. Alejandro acquiesça, mais savait que sa vraie satisfaction ne viendrait pas de voir les coupables menottés, mais de retrouver Matteo sain et hors de danger. Cette nuit-là, la télévision passait en boucle les images des opérations. Dehors, la ville continuait son rythme habituel, ignorante du changement silencieux en cours. À l'étage, Matteo dormait profondément, sa respiration calme. Diego, assis à côté de son lit, leva les yeux quand Alejandro entra. « Je crois qu'aujourd'hui nous allons enfin pouvoir dormir », murmura-t-il. Alejandro esquissa un léger sourire, pour la première fois depuis des semaines, sentant que cette phrase pouvait être vraie. Matteo passa ses premières 48 heures en clinique sous un protocole médical intensif. La docteure Valeria avait été catégorique, nettoyer son organisme avant toute autre intervention. La chambre baignait dans une lumière douce, le bourdonnement constant des machines accompagnant chaque respiration du garçon. Alejandro, installé dans un fauteuil à côté du lit, ne bougeait que pour s'approcher quand Matteo ouvrait les yeux. « Je suis là », lui disait-il doucement. « Je ne te laisserai pas seul. » Le traitement commença par une hydratation continue, supplément dosé avec précision et contrôles horaires de la pression, température et réponse neuromusculaire. Matteo parlait peu, mais ses yeux restaient attentifs à chaque geste de son père. La première semaine fut lente, les progrès quasi invisibles, mais la docteure Valeria rappelait que chaque dixième d'amélioration comptait. Quand les analyses montrèrent enfin une baisse notable des toxines, la physiothérapie put commencer. Le premier exercice vit Matteo essayer de poser ses pieds sur une balle multicolore. Ses muscles répondaient avec rigidité, chaque mouvement coûtant le double de l'effort attendu. La physiothérapeute encourageait avec patience et Alejandro, à ses côtés, essuyait le front de son fils. Conscient que la récupération serait longue, Alejandro réorganisa sa vie, délégua les tâches professionnelles, annula ses déplacements et transforma une pièce proche du lit de Matteo en bureau improvisé. Diego et sa mère Teresa arrivèrent à la maison, apportant un soutien concret. Teresa gérait la cuisine avec attention, préparant des repas adaptés pour motiver Matteo. Diego devenait un compagnon constant pour les jeux et les exercices. « Quand tout cela sera terminé, lui dit-il un après-midi, nous courons dans le jardin, mais cette fois, tu gagneras. » La première vraie rumeur de rire de Matteo traversa la maison. Chaque progrès fut célébré. 10 minutes assis sans aide, 2 pas avec le déambulateur, une après-midi sans douleur. La maison, autrefois marquée par la surveillance et la peur, renaissait comme un foyer vivant, rempli de voix et d'odeurs, et la promesse tangible que Matteo récupérait son enfance. Le jour du procès arriva. Alejandro, accompagné de son avocat et de la docteure Valeria, entra discrètement par une entrée latérale. Camila, assise avec ses avocats, tenta de montrer une sérénité feinte, tandis que ses mains trahissaient sa tension. Les preuves présentées étaient accablantes. Enregistrement vidéo, analyse médicale, factures et messages interceptés. Diego témoigna, exposant comment il avait filmé Camila en train de manipuler la nourriture de Matteo. Après 2 jours de délibération, le verdict tomba. Camila Ruiz reconnue coupable de tous les chefs d'accusation, condamnée à 25 ans de prison. Alejandro ne ressentit pas la joie de la victoire, mais le soulagement de savoir que personne d'autre ne serait blessé par elle. Dans les mois qui suivirent, Alejandro s'engagea activement dans des organisations de lutte contre la maltraitance infantile, utilisant son expérience personnelle pour protéger d'autres enfants.
L'automne apporta des couleurs chaudes à la maison, et le jardin, autrefois silencieux, devenait le symbole vivant de l'espoir et de la renaissance. Matteo, guidé par sa physiothérapeute, fit ses premiers pas seul dans le jardin. Chaque mouvement était le résultat de semaines d'efforts et de courage. Alejandro le prit dans ses bras, ému aux larmes. Le passé restait, mais le présent était à eux, et le futur s'ouvrait avec espoir et justice retrouvée.